Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se poser une question un peu qui dérange, quoi. Et si l'âge d'or de la tech, enfin, celle qu'on connaît depuis 20 ans là, était en train de se terminer? Hmm. On va s'appuyer sur une vidéo source, qui a un titre assez provocateur, Sortez de la tech, c'est fini, de la chaîne TechLead. Oui, un titre choc, effectivement. Notre but, c'est de décortiquer un peu cette thèse, qui va à contre-courant. Comprendre pourquoi cette analyse suggère que la suprématie de l'industrie tech est peut-être finie et qu'il faudrait regarder ailleurs pour les opportunités. C'est quand même un changement de vision assez radical qu'on nous propose là. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est que ça heurte vraiment l'idée qu'on a tous d'une tech toute puissante qui ne fait que grandir, quoi. L'analyse nous pousse à revoir nos priorités, à nous demander où est la vraie valeur aujourd'hui. C'est une perspective qui mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu. D'accord. Alors, allons-y. Le gros argument, le truc central, c'est que la technologie elle-même, les nouveaux frameworks, la VR, tout ça, n'aurait plus cette valeur fondamentale qu'on lui a longtemps prêtée. C'est ça. La source compare ça à des objets du quotidien, genre les calculettes, les aspirateurs, utiles, ouais, mais qui n'apportent plus de valeur sociétale vraiment. Révolutionnaire. Exactement. Et pour appuyer ça, l'analyse fait un petit retour en arrière. Elle rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, la tech, c'était pas du tout central. Les programmeurs, ils n'étaient pas spécialement cool, ni forcément super bien payés. Ah oui, c'est vrai. Donc ça suggère que la situation actuelle, cette domination de la tech, ce serait peut-être juste une phase. Et qu'on pourrait revenir à une tech plus comme un outil, moins comme une fin en soi. C'est un sacré contraste pour les plus jeunes qui ont toujours connu ça, quoi. Et justement, la Silicon Valley, un point super important qui est soulevé, c'est que son succès viendrait pas d'abord du code de l'ingénierie pure. Non. Le vrai moteur, ce serait la distribution à grande échelle. Cette capacité à créer une croissance virale exponentielle. Et là, l'analyse parle des dark patterns. Oui, les fameux dark patterns, ces techniques un peu manipulatrices dans les interfaces pour nous pousser à faire des choses, partager nos contacts, cliquer sur des notifs qu'on ne veut pas forcément. Mhm. L'analyse cite des exemples connus. Les bulles bleues d'iMessage qui isolent un peu ceux qui n'ont pas d'iPhone, la signature PS I Love You de Hotmail à l'époque, ou Facebook et LinkedIn qui aspiraient nos carnets d'adresses. L'idée forte, c'est que cette ingénierie de la croissance, ça a été plus décisif que l'innovation technique pure. Attends, ça voudrait dire que des boîtes comme Google ou Meta, on ne devrait plus les voir comme des entreprises de tech, mais comme autre chose. C'est exactement ça que l'analyse propose. Elles sont vues fondamentalement comme des entreprises de médias. Leur vrai business, c'est de vendre de la pub ciblée. Ah ouais. La tech, aussi géniale soit-elle, c'est juste l'outil super efficace pour capter notre attention et la garder. La tech est l'outil, mais la fin, c'est l'attention et la pub. C'est une distinction vraiment importante. D'accord, je vois le truc. Et c'est là que ça devient vraiment contre-intuitif. Si la tech, c'est juste l'outil, où est la valeur principale aujourd'hui, d'après cette thèse? Justement, le basculement qui est proposé est assez énorme. La vraie plateforme de valeur, ce ne serait plus l'entreprise de tech, mais le créateur, celui qui crée du contenu qui marche. Le créateur. Oui, pense aux exemples donnés, Spotify qui lâche 100 millions pour Joe Rogan, ou Amazon qui met la même somme pour les Beast Games de MrBeast sur YouTube. Waouh, donc l'idée, c'est que le pouvoir, et l'argent aussi, ça bouge. Des constructeurs d'outils vers ceux qui savent capter l'attention avec ces outils. C'est tout à fait ça. Et la conséquence directe, d'après cette analyse, c'est que savoir coder, l'ingénierie pure, ça devient moins crucial qu'avant. Ah bon? Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux existent déjà, ils offrent une distribution énorme. Et puis, tu as les outils no-code qui arrivent, qui permettent de faire des sites, des applis sans coder. Ça démocratise l'accès à cette distribution. D'accord. Donc, essayer de lancer une nouvelle appli pour concurrencer le top 10 mondial, c'est hyper dur. L'opportunité, elle serait plus dans la création de contenu, d'idées, de trucs qui peuvent devenir viraux. Et ça expliquerait la critique assez dure envers les gros paris tech actuels, genre la VR ou l'IA? Exactement. L'analyse pointe les investissements massifs jugés pas rentables dans ce qu'elle appelle les gadgets brillants. La VR avec les milliards perdus par Meta sur Quest, l'Apple Vision Pro qui peine à trouver son public, Oui. l'IA générative aussi, ça coûte une fortune à entraîner, à faire tourner, et la rentabilité directe, elle n'est pas toujours évidente. Et puis on se souvient des Google Glass, des HoloLens qui galèrent. Mais pourquoi ça marcherait pas, ces technos, selon cette vision? C'est trop tôt? Trop cher? D'après le raisonnement présenté, le souci principal est ailleurs. Ces technos manquent de viralité intrinsèque.
Elles n'ont pas ce truc qui fait qu'on partage facilement, que ça se propage naturellement, comme les succès de l'économie de l'attention. Ah oui? Bah oui, un casque VR, c'est une expérience solo, difficile à partager. Un modèle d'IA complexe, ça se propage pas comme une vidéo drôle ou une idée choc, quoi. Et c'est là qu'arrive ce concept d'économie de l'attention. Oui, l'analyse décrit notre époque comme une bataille féroce pour notre temps de cerveau. On parle d'une dépendance au format court, impactant, qualifié de façon assez directe de crack digital ou de vidéos qui ramollissent le cerveau, brain rot videos. C'est assez cru comme terme. C'est vrai. Et dans ce contexte, un produit, une techno qui n'arrive pas à s'intégrer à cette dynamique virale, qui demande un effort, qui n'est pas tout de suite partageable, bah, elle a du mal à exister. Donc le mot d'ordre, ça passerait de build, construire la tech, à create, créer le contenu ou l'idée virale. Donc, si je suis bien, les méthodes classiques de la tech, les tests A/B, améliorer les fonctions petit à petit, l'analyse de données fines, tout ça, perdraient de l'importance face à cette nouvelle donne. C'est l'opposition qui est faite, oui. L'analyse suggère que ces petites optimisations comptent moins qu'un gros coup viral. On cite l'exemple du marketing d'Apple pour son liquide glace, ou l'impact d'un PDG qui va chez Joe Rogan. Ça, tu peux pas le tester en AB. Non, c'est sûr. La viralité, ça devient une sorte de boîte noire. C'est imprévisible, mais c'est essentiel. On la contrôle pas, on essaie juste de la provoquer, quoi. Et c'est ce cheminement sur la viralité et les effets de réseau qui amène l'analyse à parler du Bitcoin. Le lien peut paraître un peu lointain en début. Le lien qui est fait, du point de vue de la source, c'est que le Bitcoin incarnerait justement ces principes. Il n'est pas présenté comme une techno en soi, mais comme un pur phénomène d'effet de réseau. Une valeur qui vient de la conviction des gens, de l'adoption pair à pair, sans chef d'orchestre. Hmm. Quelque chose de natif à cette économie de l'attention et de la confiance distribuée. Sa croissance serait organique, basée sur le bouche à oreille numérique, la conviction partagée, un peu comme un mème très puissant. Encore une fois, on rapporte l'argument de la source ici, sans jugement. D'accord, je vois le parallèle fait. Et pour appuyer cette idée d'un déclin possible des big tech classiques, l'analyse parle aussi d'autres éléments, économiques, réglementaires. Oui, plusieurs choses sont mentionnées pour montrer un environnement moins rose pour les géants de la tech. D'abord, les taxes sur les services numériques, qui se multiplient, et au Canada, en Europe, elles ciblent directement les revenus des GAFAM. C'est interprété comme un signe que leur domination sans partage, c'est peut-être fini. Ok. Ensuite, on revient sur les dépenses jugées folles et pas rentables dans l'IA et la VR, mais sous l'angle de l'impact pour les investisseurs. Et aussi sur la nécessité pour ces technos, surtout l'IA qui consomme énormément d'énergie, de prouver qu'elles apportent un vrai surplus social pour justifier leur coût. Il y avait aussi une partie plus macroéconomique, non? Sur la politique monétaire? Oui, toujours pour dépeindre un environnement qui change, l'analyse mentionne, de manière neutre, les appels de certaines figures politiques, comme Donald Trump, à ce que la Fed baisse fortement les taux d'intérêt. Elle relaie aussi l'idée que la politique monétaire pourrait rester très souple, avec potentiellement plus d'impression monétaire, le fameux « fait pute », quoi. L'idée que la banque centrale interviendra toujours. Et la conclusion tirée par la source, c'est... La conclusion tirée par la source, c'est un risque de dévaluation des monnaies classiques, ce qui, dans sa logique, rendrait plus intéressantes les stratégies de préservation du capital. Et c'est là que le Bitcoin est à nouveau cité comme une alternative possible. Très bien. Alors, après cette vue d'ensemble assez théorique, on a un exemple concret pour illustrer ce futur possible, centré sur les effets de réseau et la distribution. Oui, l'analyse s'arrête sur les annonces récentes de Robinhood, la plateforme de trading. Pourquoi eux? Parce que d'après l'analyse, Robinhood incarne bien cette nouvelle approche, focus total sur l'expérience utilisateur, exécution hyper rapide et surtout une entrée franche dans le monde des actifs tokenisés. La tokenisation, ça a l'air d'être un mot-clé là. On peut redéfinir ça simplement? Bien sûr, la tokenisation, en gros, c'est représenter numériquement un actif réel, une action, une part d'immobilier, une œuvre d'art, sous forme de jetons, tokens, sur une blockchain. Le gros avantage, c'est que ça peut rendre ces actifs plus faciles à diviser, à échanger, potentiellement 24/7, et accessibles à plus de monde. D'accord. Et Robinhood ferait quoi exactement là-dedans, d'après la source? L'analyse met en avant pas mal d'initiatives de Robinhood. Il lance des actions US tokenisées en Europe avec les dividendes et il vise les US si la régulation le permet. Il propose aussi du trading sur des actions de boîtes privées très recherchées, genre SpaceX ou OpenAI, qui sont normalement inaccessibles. Ah oui, quand même. Ils ont eu les agréments crypto pour toute l'UE,
On insiste sur leur interface utilisateur, jugée très simple, plus que celle de Coinbase par exemple. Ils créent leur propre stablecoin, l'USDG, adossé au dollar. Ils proposent du staking d'ETH, de Sol. Ils montent même leur propre blockchain basée sur Arbitrum. Et tout ça avec une carte de crédit à récompense crypto, des bonus pour les dépôts. C'est une stratégie très agressive. Et comparé aux autres? L'analyse juge leur exécution plus rapide et mieux encadrée que celle de Coinbase ou Kraken. Kraken a aussi des actions tokenisées, mais sur Solana, avec des frais jugés plus hauts et sans les dividendes, donc une offre moins complète. L'essentiel à retenir de cet exemple, pour l'analyse, c'est moins la techno derrière que la vitesse et le focus sur la simplification de l'accès à ces marchés tokenisés pour monsieur et madame tout le monde. Ce qui nous ramène pile au sujet principal. L'exemple Robinhood illustre l'idée que l'avenir, c'est plus créer la techno de base, mais l'appliquer pour créer de nouveaux réseaux de distribution, de nouveaux accès. Exactement. L'argument, c'est que la prochaine étape, c'est de tout tokeniser, actions, immobilier, art, pour que ça s'échange partout, tout le temps, sur la blockchain. La valeur irait à ceux qui créent les plateformes les plus simples et efficaces pour accéder à ça. La tech le permet, mais c'est plus elle la star. C'est l'accès, l'effet de réseau, l'expérience utilisateur qui compte. Alors si on essaie de faire une synthèse de tout ça, le message principal à retenir de cette analyse, basée sur TechLead, ce serait quoi? Le message central, c'est une remise en cause assez profonde du statut de la tech. L'idée, c'est que la valeur se déplace, premièrement, de la tech elle-même vers la tension qu'elle permet de générer. D'accord? Deuxièmement, des entreprises tech classiques vers les créateurs de contenu et les plateformes qui maîtrisent la viralité. Mhm. Et troisièmement, des modèles économiques basés sur la vente de produits tech vers ceux qui reposent sur les effets de réseau purs comme la crypto ou la tokenisation. En gros, le conseil implicite, c'est plus d'être une personne de la tech au sens classique, mais une personne des effets de réseau, quelqu'un qui comprend et utilise ces nouvelles dynamiques. C'est un sacré changement de paradigme. Et pour finir, l'analyse ne donne pas que des conseils de carrière ou d'investissement. Il y a une réflexion plus large. Oui, la conclusion présentée dans la source est assez étonnante, ça dépasse l'économie. Elle suggère de prioriser avant tout le fait de vivre sa vie de façon authentique, loin de la course à l'argent ou du besoin d'être tout le temps en ligne. Ah ouais, Il y a une citation qui marque: compter son argent est un hobby très ennuyeux. L'appel final, tel que rapporté, c'est presque un mantra. Achetez du Bitcoin, qui est vu comme l'actif refuge dans cette logique, prenez du recul et vivez votre vie. une sorte de priorisation impitoyable de sa propre existence, quoi. Pour reprendre l'expression de Facebook, mais détournée ici. Et inspiré, d'après l'analyse, par la figure un peu mythique de Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, qui a disparu après avoir lancé son projet. C'est exactement ça. C'est une pensée finale assez provocatrice qui nous invite à réfléchir à nos propres priorités dans ce monde saturé d'infos et d'injonctions à performer. Et c'est sur cette note finale, celle proposée par la source qu'on a explorée aujourd'hui, qu'on va conclure notre discussion.